Donc moi, je vais vous parler, on va rester un peu dans la lignée JavaScript. Donc moi, je vais vous parler de Gatsby.js en fait, donc qui est un système basé sur React. Donc on va pas faire la guerre des clochers. C'est à peu près aujourd'hui, bon, en JS, on a du React, on a du Vue et de l'Angular. Donc moi, je recommande Vue et React. Après Angular, bon, vous faites ce que vous voulez. Donc je me présente, Faramas Patrick. Donc je suis développeur indépendant sur Annecy. Donc ça fait depuis à peu près 2006 que je développe, donc j'ai été salarié pendant pas mal d'années. Et donc depuis 2016 je suis freelance et voilà, je suis passé par pas mal de techno puisque les anciens développeurs savent qu'avant on faisait tout. Il n'y avait pas de front, de back, machin, donc on faisait du CSS, du JS, tout ça, beaucoup de Symfony, j'ai fait beaucoup de Symfony. Et mes clients sont basés principalement sur la Suisse, Genève, Lausanne et un peu sur Lyon et de temps en temps sur Annecy, mais très peu. Donc voilà. Donc Gatsby.js, qu'est-ce que c'est? Donc à la base, c'est plutôt, on est dans une période où on parle beaucoup de Jamstack, donc de générateurs de sites statiques, donc tout ce qui est, bon, il y en a qui existent depuis longtemps, Jekyll, Hugo, etc. Donc c'est des générateurs qui vont vous sortir des pages HTML à partir de voilà d'un build en fait. Et pendant longtemps et encore il n'y a pas longtemps, Gatsby était vendu comme ça, était vendu comme un générateur de sites statiques. Et ça a un petit peu changé depuis 2-3 mois, et maintenant ils le vendent plutôt comme un compilateur de web app, donc basé sur React évidemment. Donc, et un peu à la méthode, un peu comme Nuxt en fait, ça rajoute une couche sur React pour générer des applications plus facilement. Ça ajoute pas mal de tools en fait qui vous facilitent la vie. Et ça peut facilement remplacer Create React App. Donc ceux qui connaissent, je ne sais pas si on va faire un petit sondage aussi pareil. Qui fait du React, qui a déjà fait du React ici? Ah, désolé. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait du Create React App et si surtout vous avez déjà essayé d'éjecter la config Webpack. C'est voilà. Donc c'est juste compliqué. Moi perso, je préfère toujours faire mes petites configs Webpack puisque perso, je trouve pas que ça soit si compliqué que ça. En tout cas, les dernières versions de Webpack se sont vraiment simplifiées. Et donc, ce qui rajoute en plus par rapport à React, donc en plus des tools qui facilitent la vie, ça rajoute la partie statique en fait. On va voir après. Donc, c'est basé sur quel techno? C'est basé sur Node.js au niveau pour la compilation et l'environnement de dev, puisque tout est compilé. Vous avez un environnement de dev qui est avec le hot reload, etc. Vous avez donc la partie React, donc tout ce qui est component, application, et la partie GraphQL. Alors ce qu'on va voir, c'est que la grande force de Gatsby, en fait, c'est de générer de la data GraphQL à partir de différentes sources. Et ça, c'est assez magique. Et c'est 100% JavaScript, évidemment. Donc désolé. Donc le projet Gatsby, pour en parler rapidement, la première version c'était en 2015, donc c'est pas un projet qui est sorti il y a 6 mois. Et la V2 est sortie l'année dernière en septembre. Donc moi perso, j'ai jamais utilisé la V1. La V1 était plus orientée un peu Nuxt en fait, rendu serveur. C'était un peu ce principe-là. Et depuis l'année dernière, en fait, ils ont fait une V2 qui était voilà, plus orientée génération de sites statiques. Et du coup, elle a bien pris. Ils ont commencé à monter une grosse communauté. Donc voilà, la force en fait des projets comme Nuxt, comme Gatsby, enfin Symfony ou n'importe, et WordPress évidemment, c'est souvent la communauté en fait. C'est très important d'avoir une communauté qui soit active et ce qu'ils font maintenant beaucoup dans les frameworks ou les librairies type Vue, etc., c'est qu'ils ont des gens qui gèrent la communauté en fait. Donc, donc tout le monde peut contribuer via GitHub, tout ça, vous pouvez faire des pull requests, etc. Et derrière, je prends l'exemple de Gatsby. Moi, j'ai déjà un petit peu contribué. J'ai voulu enrichir un petit peu la doc. Pas grand-chose. Hein. J'ai mis un petit peu de texte, etc. Et dès que vous contribuez un petit peu, que c'est validé la pull request, en fait, ils vous font des petits cadeaux. Donc, il y a un shop Gatsby et vous pouvez acheter des chaussettes, des t-shirts, etc. avec ses sous. Donc, voilà, je trouve ça, c'est tout simple en fait, mais c'est plutôt sympa et ça motive les gens en fait. Et donc après, il y a tout un système de plugins en fait. Donc je vous rassure, c'est pas type WordPress, c'est beaucoup plus simple. Donc on va voir après, je vous ferai voir de la démo, je vais essayer de faire un petit peu de démo. Donc il y a 1400 plugins disponibles, donc il y a différents plugins. Il y a des plugins pour aller chercher les sources.
Donc ça peut être des sources qui viennent d'un site WordPress en headless, ça peut être un Drupal headless ou du Contentful ou des choses comme ça, tous ces services en ligne qui vous permettent de gérer de la data directement en ligne. Après, tout ce qui est dev, quand vous voulez rajouter, voilà, faire du CSS avec du SAS, du post CSS pour gérer les différents anciens browsers, etc. Et tout ce qui est marketing, si vous voulez rajouter Google Analytics, etc. Après, c'est assez simple à faire en JS, mais voilà, des fois, des plugins, c'est plus rapide à installer. Après, ils ont fait plusieurs levées de fonds et la dernière, c'est 15 millions d'euros en septembre, donc c'est pas un petit projet. Et ils ont même embauché donc, le créateur de VP GraphQL en interne, et ils l'ont pris en interne pour continuer à travailler sur le projet GraphQL de WordPress. Donc voilà, c'est vraiment, ils ont compris qu'ils avaient vraiment à récupérer du côté de WordPress. Et je pense que petit à petit, ils vont se rapprocher de WordPress et coller de plus en plus que malheureusement, enfin, comment dire, WordPress aujourd'hui, c'est quand même 30%, c'est ce qu'ils vendent, hein, 30% du web. Combien sont verrouillés, ça on ne sait pas, mais c'est 30% du web, donc voilà, une installation importante au niveau du web. Il y a beaucoup de gens qui développent sur WordPress, donc le fait de se rapprocher de WordPress, ça peut vraiment leur apporter pas mal. Donc c'est vraiment un projet sérieux, ambitieux et qui est parti pour durer, puisque voilà, il y a une grosse communauté, comme je disais, et ils écoutent tout. Le projet est open source et il progresse assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il apporte au niveau du développement? Donc, côté front, c'est un petit peu les mêmes que la Jamstack. C'est-à-dire assez rapidement, sans rien faire, vous développez votre site, vous faites le build et vous sortez votre site en statique. Vraiment, à part si vraiment vous abusez, enfin c'est possible, hein, mais on a rapidement 100% Google Speed Index, enfin pas Speed. Vraiment sans rien faire, j'ai déjà eu 100%. Voilà, tu sors le fichier statique et 100% direct. La sécurité, donc c'est comme je disais, c'est un peu les mêmes avantages que la Jamstack. La sécurité, c'est des fichiers statiques, donc il n'y a pas de possible d'aller infiltrer quoi que ce soit, puisque c'est du statique. Et un déploiement assez simple, puisque c'est du fichier HTML, toujours statique, donc on peut utiliser des systèmes assez... moi, je suis plutôt Now comme service, mais après, Netlify, tout ça, enfin tous ces services-là. Ce qui est génial, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, si vous avez votre projet sur du GitHub, par exemple, vous pouvez brancher, moi j'utilise Now, donc Now est branché sur mon projet GitHub, vous rajoutez un fichier now.json, et à partir du moment où c'est détecté, en fait, il déploie tout seul, en fait. Now prend le projet, le déploie, vous sort une URL, vous pouvez raccrocher une URL à ce projet, et puis c'est parti, quoi. Votre truc il est en ligne en 2 secondes. Vous faites une modif, GitHub, et automatiquement, hop, c'est parti. Et évidemment le SEO, donc comme vous le savez, les SPA, il n'y a pas de SEO, puisque quand Google arrive sur une SPA, il a une page avec juste un body vide. Donc l'avantage du fichier statique, bah, c'est qu'on a du SEO possible. Donc c'est indexable et sans problème. Avantage pour le dev, bah, c'est l'écosystème React.js, donc on ne change pas du tout nos habitudes. En fait, si vous êtes développeur React, vous avez vos habitudes au niveau des librairies, tout ça, bah, vous ne changez rien, vous continuez à développer pareil. Vous pouvez utiliser les hooks, vous pouvez mettre du Redux, vous pouvez mettre du CSS in JS, tout ce que vous voulez. Ça ne change rien du tout, en fait. Et les avantages, en fait, c'est que Gatsby rajoute toute cette couche en fait, d'outils. Le routing est géré, les images, il y a un super système d'images. La couche GraphQL, puisqu'on peut donc accéder aux data via GraphQL. Le système de preload et après l'optimisation, puisqu'il fait du critical CSS, il injecte le CSS dans le HTML, etc. Donc tout est géré d'office. Voilà, que des avantages. Et comment ça marche? Donc Gatsby, on a 2 façons de l'utiliser. Soit on fait Gatsby CLI, donc on installe Gatsby, il vous fait un projet directement avec les dossiers qui vont bien, le dossier SRC, etc. Dossier component, il vous fait des petits components de base. Donc quand on lance, quand il fait un nouveau projet, si vous faites un Gatsby new Hello World, en fait il va prendre un template par défaut. Il va lancer ça. Et si vous voulez, si vous avez l'habitude déjà de bosser avec Gatsby, vous avez fait votre template, vos petits trucs de base, vous avez déjà vos plugins, etc. Vous pouvez utiliser en indiquant l'adresse de votre GitHub et il va chercher votre projet qui est déjà prêt. Après, voilà, vos petits projets Bootstrap. NPX pour éviter de l'installer en global, ce que je recommande. Et voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était qu'en fait,
Euh, la force de Gatsby, c'est vraiment le système de sourcing en fait. C'est-à-dire que vous pouvez brancher n'importe quelle source, que j'ai déjà dit avant, et à partir de là, vous récupérer toutes les données par GraphQL. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc soit vous faites un projet React assez simple et vous faites vos pages telles des pages classiques. Donc la page, là, si vous appelez, vous codez votre page comme ça, mypage, etc., hello world, etc. Simplement, la home sera tout simplement dans le dossier page, l'index.js sera la home, et ensuite toutes les autres pages seront les autres pages avec le slug sera déterminé par le nom de dossier, le nom du fichier en fait. Donc mypage sera le slug mypage, etc. Donc ça c'est dans le cas où vous voulez vraiment faire un projet assez simple, uniquement en React, pas de data extérieure, etc. Le deuxième exemple, en fait, c'est quand vous voulez des sources externes. Donc, vous voulez, on peut se connecter à n'importe quelle source externe. Ça peut être des fichiers qu'on a dans un dossier content du projet. Ça peut être des systèmes Contentful, Storyblock, Prismic, etc. Tous les trucs qui sont en ligne, qui permettent de gérer vos données. Et après, tout ce qui est API, donc des sites headless, WordPress, Drupal, Symfony, si vous faites un Symfony custom ou des choses comme ça. Donc on peut se brancher, il y a des plugins qui existent, il y a pas mal de plugins, tous les gros acteurs, WordPress, Drupal, etc., Contentful, ont déjà fait leurs plugins, ils sont disponibles sur le truc de plugin, sur le site. Vous l'installez assez facilement, vous mettez l'URL de votre site, et puis en 2 secondes, vous avez toutes les données qui sont disponibles dans GraphQL. WordPress, ça se connecte très très bien, vous récupérez toutes les API, en fait, tous les endpoints de l'API de WordPress, par exemple, les menus, les pages, les posts, etc., tout est disponible. Juste en mettant un plugin et l'URL du site en fait. Donc, comment on installe un plugin? Tout simplement en faisant un npm install, voilà. L'exemple de WordPress, donc dans le fichier Gatsby, je parlerai un peu des fichiers après. Le Gatsby config.js, c'est l'endroit où on met les plugins en fait qu'on installe. Donc une fois que vous l'avez installé avec npm, vous le déclarez dans le fichier, et après dans les options, vous mettez le host en fait, et puis c'est parti quoi. Donc ça c'est quand vous utilisez un plugin, et sinon si vous avez un système, vous avez développé un site en Node, en Symfony, n'importe, et vous avez votre propre API, donc c'est des appels, c'est une URL voilà, particulière, vous avez vraiment des datas que vous voulez récupérer d'une façon particulière, vous pouvez exactement faire comme les plugins en fait, déclarer un source node en fait, donc je vous ferai voir après, et à partir de là vous créez des nodes qui vont s'insérer en fait dans GraphQL. Et du coup, après, dans GraphQL, vous pouvez récupérer vos datas, tout simplement. Donc, tout est récupérable. En fait, c'est ça la force de Gatsby, c'est de se connecter à tout, en fait, et de tout transformer en data GraphQL. Voilà. Et ensuite, dans les pages, on fait des queries avec GraphQL, et on récupère les datas. Je vous ferai voir après. Et la data, une fois... comment ça c'est on va imaginer c'est un component, une page, pardon, dans votre application Gatsby. Donc vous avez votre component qui est ici avec votre layout, tous vos éléments. En dessous, vous faites une query en fait GraphQL avec ce que vous désirez récupérer. Et en fait, une fois que la query s'est exécutée, vous récupérez tout dans le data en fait, qui est en props dans l'index page, et vous utilisez les data pour les afficher, ce que vous voulez. Donc c'est assez simple à utiliser. Voilà. Donc derrière, tout fonctionne comme d'habitude, sauf que vous avez des GraphQL disponibles au moment du build. Donc, quand on installe, donc Gatsby, donc soit on l'installe avec la CLI et ça vous fait le projet, voilà, avec les dossiers qui vont bien, soit vous pouvez tout simplement l'installer en npm install Gatsby. Après, vous faites votre petit projet. Bon, après, c'est dommage de ne pas utiliser la CLI, ça vous évite de répéter toujours la même chose. Donc, quand on vous fait un projet Gatsby, au niveau du root, il y a 4 fichiers qui sont vraiment importants. Donc, de Gatsby config, c'est où on met les paramètres du site, le nom du site, des paramètres par défaut, style la balise description, etc. Les plugins, Gatsby Node, c'est pour donc paramétrer si on veut faire une source spéciale, si on veut créer des pages, etc. Donc c'est Gatsby Node. Gatsby Browser, c'est tout ce qu'on veut customiser côté browser. Donc on a quand vous utilisez du Redux, tout ça, vous êtes obligé de mettre un provider, donc il faut l'installer par là. Et pareil pour SSR, c'est l'inverse, côté serveur, puisque en fait, Gatsby, quand il génère l'application, il fait une sorte de rendu serveur. Donc, c'est pareil. Si vous utilisez Redux et que vous avez besoin de Redux côté serveur, vous mettez des providers ou des providers pour style component ou des choses comme ça. Donc, tout passe comme ça. Et juste un truc, c'est que
ces 4 fichiers sont codés façon Node.js, donc pas de import, machin, tout ça, c'est des require, enfin façon Node, quoi. C'est les seuls fichiers qui vont rester en pur JS et en pur Node.js. Après, si vous êtes fan de TypeScript, des choses comme ça, vous pouvez installer un plugin qui va pour pouvoir faire votre application en TypeScript. Enfin, il y a vraiment, tout est faisable. C'est juste ces 4 fichiers qui sont toujours, voilà, 100% JavaScript et 100% Node.js. Donc voilà, démo. Donc, j'avais préparé des trucs. Ils sont par là. Alors, donc ce que je disais, c'est que vous avez 3... je suis dans quel projet là? Donc, ok. Donc ça, c'est un exemple d'un projet en fait qui utilise des fichiers. En fait, il n'y a pas du tout de database là-dedans. Donc ça génère un site. Le site, c'est celui-là. Donc c'est une doc assez simple hein, pour un component que j'avais fait en open source sur du React. Donc vous avez des pages. Voilà. Il y a 3-4 pages. Il y a du contenu et tout ça, c'est généré, en fait, ça vient de fichiers. Il n'y a aucune base de données ou quoi que ce soit. Donc, comment ça marche? Tout simplement, mes fichiers sont là. Donc, on voit qu'il y a la home qui est ici. Il y a voilà, les 3 autres pages, en fait, qui sont ici. Donc, on voit en haut, il y a des paramètres. C'est le front. Tu peux zoomer un tout petit peu, en fait, tu peux... Ouais. Histoire qu'on voit mieux... Comme ça vous va? Ok. C'est bon, merci. Donc, il y a comme c'est du MD, du Markdown, en haut, on a le front matter où on peut mettre des paramètres, le title, date, slug. Donc là, c'est la home, donc le slug, c'est un slash. Il y a MDX, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est, en fait, juste après. Et comment ça marche? Tout simplement, au niveau des components. Voilà. Donc, comme je vous disais, au niveau du fichier Node, tout se passe ici, en fait. Donc, c'est soit... comme je vous avais fait voir, en fait, soit vous mettez vos fichiers dans... Quand on génère un projet par défaut, vous avez tous vos fichiers dans la page. Donc là, vous avez juste des fichiers React, et donc le slug prend le nom du fichier, etc. Classique. Ensuite, si vous voulez faire un petit peu plus poussé, vous allez générer vos pages via le Gatsby Node.js, qui est ici. Et en fait, ça nous ouvre en fait, des API qui sont disponibles via Gatsby. Donc le create page, qui est ici. En fait, il n'y en a qu'un. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lancer le truc et je vais vous faire voir comment ça marche. Hop. Celui-là. Ok. Donc quand on lance l'environnement de développement de Gatsby, en fait, il vous génère donc déjà par défaut c'est localhost 8000 et il vous génère aussi une interface qui vous permet en fait d'interférer avec. C'est bon, vous voyez là? Voilà, vous avez l'interface GraphQL en fait qui permet de générer des requêtes en fait sur GraphQL. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la source en fait des fichiers, elle se trouve ici, content, qui est ici. Et en fait, avec le plugin qui est ici, plugin, il est source file system qui est ici. Il va chercher les images, il va chercher aussi le content. Une fois qu'il a été chercher le content, il les transforme en data, en fait, GraphQL. Et en fait, les pages sont ici. Virer ça. Voilà, là je retrouve tout à fait les pages avec les datas en fait qui sont à l'intérieur. Si je me trompe pas. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas été dedans celui-là. AllMDX. Plutôt celui-là. Je suis trompé en fait, c'est AllMDX. Voilà. Donc on voit là les datas en fait qui sont dans le front matter des fichiers dans le content et le HTML, tout est ici en fait, tout est disponible en fait. Il a transformé le fichier
en data GraphQL. Bon, après, ça fait un peu le bordel. Et du coup, elles sont directement disponibles dans le Gatsby Node ou dans les components, dans les pages. Donc en fait, pour créer une page, tout simplement, on fait une query GraphQL. Je vais chercher dans les fichiers all MDX et je demande le front matter avec le title et le slug. À partir de là, je génère en fait des pages à partir d'un template qui se trouve dans template page index, qui est ici. C'est tout simplement une page React. On revoit encore la query qui est ici, exactement la même en fait. Et après, il n'y a rien de plus que du React. Et c'est comme ça qu'on génère les pages en fait. À chaque fois, il prend le fichier qui est dans le content, il génère une data GraphQL. Nous, derrière, on va récupérer les datas dans le fichier Node. À partir des templates, on génère des pages en fait. Autant que je trouve de pages, je génère une page. Dès que je rajoute une page dans le content, je peux générer une page automatiquement au build en fait. Donc ça marche comme ça et au final, on retrouve le site qui est ici. Et un truc magique, c'est ce que je disais avec donc il y a le Markdown par défaut. Et il y a aussi un truc magique avec React, c'est le MDX. Et MDX, c'est des fichiers en fait où vous pouvez intégrer du React dans votre dans le fichier Markdown. C'est-à-dire que là, j'intègre directement des conteneurs ref. Je fais des imports directs. Ici, là, le conteneur ref, en fait, c'est un élément React que j'ai intégré et il est généré en fait. Il est. Je sais plus où il est. Voilà, par exemple, la page, là, c'est un. Je change le scroll en haut, en fait. Et tout ça, c'est un élément React qui est dans le MDX. Donc ça, c'est la façon de faire avec des fichiers. Et derrière, j'en ai un autre pour vous faire voir une source. Donc c'est exactement la même chose. Alors tout ça, c'est en ligne sur GitHub. Donc après, ça fait beaucoup de code, ça peut être impressionnant au début, mais en fait, l'API est assez simple. Et surtout, la doc est très très bien faite, il y a beaucoup d'exemples. Donc là, j'ai fait je ne sais pas si vous connaissez le JSON Placeholder, c'est une fake API qui vous génère des posts, des commandes, des users. Et donc, on va couper celui-là. Donc là, c'est avec des sources qui viennent d'une API externe. Ah oui. Donc c'est le même principe. On va chercher les API, en fait, on va appeler les... sauf que là, au lieu d'avoir des fichiers, on va faire des calls au niveau des API. Voilà, je vais chercher les posts, les comments, les users. Et tout ça, je le transforme en data, donc je fais des nœuds, voilà. Là, je crée des nœuds, en fait. Node méta, je crée un nœud avec un ID unique. Je mixe avec les datas, voilà, je merge, etc. Je récupère mes nœuds GraphQL, et à partir de là, avec mes nœuds GraphQL, en fait, je les récupère ici dans CreatePage. Donc tout ça vient de l'API, je peux récupérer les commandes. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez GraphQL. Les gens qui codent en GraphQL. Donc l'avantage de GraphQL, c'est de faire en une seule query, en fait, de récupérer plusieurs infos. Avec du REST, normalement, j'aurais dû faire récupérer d'abord l'article, après le user, donc j'aurais fait 3 requêtes, plus les commentaires. Là, en une seule requête, je récupère tout. Donc à partir de là, je récupère mes infos et je génère mes pages. Voilà, à partir de mes templates post, j'ai fait un template auteur aussi. Et je génère mes pages et je fais toutes mes pages. Et donc, ça donne ça. Bon, c'est un truc assez simple. Hein. Voilà, c'est des articles un peu fake, mais ça me génère les articles. Donc, je fais une liste d'articles classique avec mes templates. Et ensuite, j'ai des articles. Voilà, j'ai mes commentaires qui sont là, c'est les commentaires du bas qui étaient dans la requête. J'ai 5 commentaires et j'ai l'auteur que j'ai directement ici. En fait, tout ça avec une seule requête. Donc ça, c'est à partir d'une source complètement... Là, c'est vraiment custom. Hein. Là, j'ai pas utilisé de plugin, c'est complètement custom. Je vais chercher via une API, via une URL avec du fetch classique. Et je génère mes pages grâce à ça. Donc après, vous pouvez faire pareil avec des plugins, c'est beaucoup plus simple. Il faut juste créer les pages à partir des requêtes GraphQL, c'est exactement pareil.
Donc après, comment ça marche? L'avantage, donc ça c'est tout ça, voilà, donc les sources sont transformées en nœuds GraphQL, donc ça nous permet de travailler facilement, de récupérer les requêtes GraphQL, de récupérer les infos. À partir du moment où les sources, si vous mettez un plugin sur WordPress, vous récupérez vos sources, c'est hyper rapide et vous faites vos queries GraphQL dans vos pages, vos components en 2 secondes et vous récupérez les infos, vous faites votre site assez rapidement. C'est très simple à utiliser. GraphQL, au début ça peut faire peur, mais c'est plutôt simple en fait. Et là, c'est vraiment que de la lecture. En plus, il n'y a pas d'informations enregistrées, etc. Et donc, juste un dernier truc pour vous faire voir. Quand on construit, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, tout simplement, il va générer, donc il fait le build de l'application. Il va générer un fichier public ou dist, je ne sais plus. Donc là, voilà. Et voilà. Donc là, il me dit qu'il y a 113 pages. Donc ça, c'est les pages qui viennent de l'API. Il m'a fait un public, voilà, et tout est là. Donc à partir de là, oui, ce qui se passe, c'est que les slugs, en fait, se retrouvent au niveau du nom du fichier et il prend juste l'index HTML. C'est comme ça que ça marche. Et les datas, en fait, sont séparées. Les images sont compressées, s'il y a des images. Et enfin, tout est, voilà, pareil. Tout est splitté, en fait, en data par page. Là, on a les datas, en fait, des pages qui sont toutes splittées. Donc ça vous donne une application qui est vraiment... ça veut dire que c'est impossible de faire plus rapide, je pense. Impossible, même avec tout ce que vous voulez, tous les caches que vous voulez. Donc, quand vous utilisez un système de GitHub ou des choses comme ça, donc il suffit en fait de la moindre modif et mis en prod direct. Et pareil, quand vous utilisez des trucs du type Contentful ou des choses comme ça, on connecte en fait avec des web, comment ça s'appelle déjà? Des webhooks. J'ai oublié le nom. On connecte les webhooks qui, donc Contentful, en fait, il vous indique un webhook et puis il va dès que vous faites des sauvegardes de data, etc., il va générer directement un build, en fait. Si vous êtes connecté sur Netlify, il va appeler Netlify, lui dire fais un build parce qu'il y a une data qui a changé, il va aller chercher le projet et le déployer automatiquement. Donc c'est plutôt rapide. Il y avait une question, une fois j'avais une question sur Twitter, et si quelqu'un modifie en même temps la data, si on a 2 users qui modifient. Alors ce qui se passe sur No, j'avais vérifié, c'est il fait 2 builds en même temps et il prend le dernier en fait. Donc même s'il y a plusieurs personnes qui bossent en même temps, il prend la dernière compilation, il la met en ligne. En fait, c'est la dernière qu'il met. Donc il n'y a pas de concurrence en fait. Donc voilà. Alors ensuite, donc question par rapport à la Jamstack, mais aussi donc question des gens qui n'ont pas l'habitude. Est-ce qu'il faut recompiler à chaque changement de data? Donc je viens de le dire, oui, en fait, il faut recompiler à chaque changement de data, en fait. Mais la question, en fait, elle est un peu plus compliquée que ça. C'est est-ce que le contenu du site change souvent, en fait? C'est qu'on a tous certainement fait des sites dont le contenu ne change quasiment jamais, en fait. Et en fait, quel est l'intérêt aujourd'hui? La question, et c'est la question de la Jamstack et de Gatsby, quel est l'intérêt de faire tourner un site PHP pour du contenu qui ne change jamais, en fait? Donc voilà, aujourd'hui je ne dis pas qu'il faut faire tous les sites en Gatsby ou en Node ou quoi que ce soit. Après, chaque techno a sa fonction et au projet, ça doit s'adapter. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain vous avez un site simple qui, voilà, moi j'ai des clients et j'aurais fait un site PHP, machin, ils ne sont jamais connectés à l'admin, ça fait plus d'1 an et demi, quoi. Donc, je veux dire, finalement, j'aurais dû le faire avec Gatsby, en fait. Et donc, peut-être demain, si vous avez un site, un projet plutôt simple, bah, pourquoi pas le faire avec Gatsby? Et on peut éventuellement faire même du dynamique avec Gatsby, puisque c'est ce qu'ils recommandent. C'est pour ça que maintenant, ils le vendent en compilateur d'app. C'est qu'on peut même faire des routes, soit on le programme avec le node, dans le fichier node, soit on met un plugin avec un path et on détermine que ces routes-là ne seront pas générées en fichier HTML. Si vous voulez faire des routes, par exemple, qui sont protégées par un login, etc., il ne faut pas les générer au niveau du HTML, puisque sinon, c'est facile d'y aller. Donc, on détermine que ces routes ne doivent pas être générées en fichier statique, et vous pouvez faire, comme une application React classique, faire voilà, de l'application générée dynamiquement. Dans un fichier, même sur un fichier, vous allez générer une page en statique,
vous pouvez quand même inclure des éléments dynamiques. C'est pas un problème. Si je fais imaginons je fais un e-commerce. Parfois on fait des e-commerce où il y a 4-5 produits et en plus ça change jamais. Il y a quoi finalement? Vous faites la liste de produits générés en statique et la quantité ou le prix, on peut très bien aller chercher dans l'API et ça peut être dynamique. Donc en fait, on peut mixer les deux, dynamique, statique. Et au final, en fait, on a un site qui est performant puisque c'est de la web app, donc elle est chargée qu'une fois. Et ensuite, on reste dans la même app. Il y a du SEO puisque c'est du statique et en plus c'est hyper rapide, donc l'expérience du visiteur elle est top. Donc voilà, je vous encourage à au moins tester Gatsby, à le considérer pour un projet futur, et puis voilà. À mon avis, c'est un projet qui va prendre de l'ampleur, qui va de plus en plus se rapprocher de WordPress, des CMS aussi, type Drupal, etc. D'ailleurs, Drupal, il y a déjà un plugin qui permet de faire du live en fait, au moment où vous avez le formulaire pour changer la data dans l'admin. Vous avez un côté où vous avez le live qui se voit en direct. Donc il y a Craft CMS aussi qui a lancé ça. Donc voir en live le contenu qui change sur un site en statique. Et une fois que c'est validé, hop, c'est généré. Drupal le permet. Donc voilà, petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Les gens commencent à s'habituer. Après, il y a aussi une évangélisation peut-être des utilisateurs, de faire comprendre que tu veux changer le texte de le titre ou machin, t'attends 5 minutes, ça va être généré, c'est pas un problème quoi. Finalement, toi, c'est pas très grave d'attendre 5 minutes si le visiteur derrière lui, il attend pas quand il vient visiter ton site quoi. Bon, après ça dépend, voilà, c'est au cas par cas. Donc voilà.